recherche d'Elzéar Bouffier. Nous le trouvâmes à 20 km de l'endroit où avait eu lieu l'inspection. Cet ami n'était pas mon ami par hasard. Il connaissait la valeur des choses. Il sut rester silencieux. J'offris les quelques œufs que j'avais apportés en présent. Nous partageâmes notre casse-croûte en trois et quelques heures passèrent dans la contemplation muette du paysage. Le côté d'où nous venions était couvert d'arbres de 6 à 7 mètres de haut. Quand on pensait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée. Il avait suivi son idée. Le travail paisible et régulier, l'air vif des hauteurs, la frugalité, la sérénité de l'âme avaient donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C'était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres. Avant de partir, mon ami fit simplement une brève suggestion à propos de certaines essences auxquelles le terrain d'ici paraissait devoir convenir. Il n'insista pas. Pour la bonne raison, me dit-il après, que ce bonhomme en sait beaucoup plus que moi. Au bout d'une heure de marche, l'idée ayant fait son chemin, il ajouta « Il en sait beaucoup plus que tout le monde, il a trouvé un fameux moyen d'être heureux. » Le bonheur et la forêt de cet homme ne coururent un risque grave que pendant la guerre de 1939. On n'avait alors jamais assez de bois pour les automobiles qui fonctionnaient au gazogène. On commença alors des coupes dans les chênes de 1910. Mais ces quartiers sont si loin de tout réseau routier que l'entreprise se révéla très mauvaise. On l'abandonna. Le berger était à 30 km de là, ignorant paisiblement la guerre de 39, comme il avait ignoré la guerre de 14, continuant sa besogne. J'ai vu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route de ces contrées désertes. Mais malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé ce pays, il me semblait que... Mais malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé ce pays, il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Je mis sur ce compte ce moyen de transport relativement rapide, le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes premières promenades. Il me semblait que l'itinéraire me faisait passer par des endroits nouveaux. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure cependant que j'étais bien dans ce pays jadis en ruine. Et désolé, le pays, le car me débarqua à Vergon. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons comptait 3 habitants. Ils étaient sauvages, vivaient de chasse au piège, se détestaient. Les orties dévoraient les maisons autour d'eux. Leurs conditions étaient sans espoir. Il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort, situation qui ne prédispose guère aux vertus. Tout était changé. L'air lui-même, au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise légère et souple, chargée d'odeurs. J'entendis le bruit de l'eau
volant des hauteurs, c'était celui du vent dans les forêts. Mais, chose qui me toucha le plus, j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans une fontaine. Je vis qu'on y avait planté un tilleul qui devait, déjà gras, qui devait déjà avoir dans les 4 ans, symbole incontestable d'une résurrection. Par ailleurs, Vergon portait les traces d'un travail pour l'entreprise duquel l'espoir est nécessaire. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés et reconstruit 5 maisons. Le hameau comptait désormais 28 habitants, dont 4 jeunes ménages. Les maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins potagers où poussaient, mélangés mais alignés, les légumes et les fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules de loup, les céleris et les anémones. C'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter. À partir de là, je pris mon chemin à pied. La guerre dont nous sortions n'avait pas permis l'épanouissement complet de la vie, mais Lazare était hors du tombeau. Sur les flancs abaissés de la montagne, je voyais de petits champs d'orge et de seigle en herbe. Au fond des étroites vallées, quelques prairies verdissaient. Il n'a fallu que les 8 ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913, s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources, alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts, se sont remises à couler. On en a canalisé les eaux. À côté de chaque ferme, dans des bosquets d'érables, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population venue des plaines où la terre se vend chère s'est fixée dans le pays, y apportant de la jeunesse, du mouvement, de l'esprit d'aventure. On rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris, des garçons et des filles qui savent rire et ont repris goût aux fêtes campagnardes. Si on compte l'ancienne population, méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur, et les nouveaux venus, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéar Bouffier. C'est à vous de finir. Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance, de la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan, sans culture, qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéar Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Banon. Bravo. Bravo. Merci. Alors,